Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro TV. On va revenir ensemble sur les deux événements principaux de la semaine. Événements en cours d'ailleurs encore ce vendredi après-midi. On va revenir sur la crise politique et puis sur la libération annoncée des otages à Gaza avec également l'approbation par le cabinet Netanyahou du plan de paix de Donald Trump. Que veut faire le RN dans la crise actuelle? On posera la question dès qu'elle arrivera à Laure Lavalette, députée du Var et porte-parole du Rassemblement national. On reviendra aussi sur le crépuscule du macronisme avec le livre Révélation de notre confrère Louis Osalter, La foudre et les cendres, Macron, les secrets d'une succession interdite avec on reviendra notamment sur les déclarations inédites de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui appelle à un départ anticipé d'Emmanuel Macron et puis les critiques acerbes dans le camp Macron notamment émises par Gabriel Attal, le patron du parti fondé par Emmanuel Macron. Entre les deux, l'ancien ministre Hubert Védrine reviendra sur le plan de paix de Donald Trump et l'attribution du nouveau prix Nobel à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, deux dossiers sur lesquels le théoricien de l'hyperpuissance viendra nous donner, on lui demandera, on l'espère, son point de vue. Bonjour Laure Lavalette. Bonjour Vincent Roux. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir été invité à l'Élysée à 14h? Non. Nous, on est là pour siffler la fin de la récréation, bien sûr. Cette invitation à 14h, c'est la clarification. Vous avez l'impression que c'est une récréation ? Non, mais c'est la clarification du parti unique. Voilà, ce sont ceux qui s'accrochent à leur siège, qui sont prêts à se renier, mais dans les grandes largeurs, pour un plat de lentilles, quoi. Il est temps d'en revenir, évidemment, au peuple. Le général de Gaulle disait que c'était la Cour suprême sous la Ve République. Je pense qu'on y est, il faut y aller. Alors, on va justement revenir sur les différentes hypothèses, les différents scénarios. Peut-être quelques questions d'actualité avant. D'abord, parce que l'un des points quand même qui a été soulevé ces dernières heures, c'est la suspension de la réforme des retraites. Je n'arrive pas à savoir, à comprendre quelle est la position du Rassemblement national, ou peut-être quelles sont les positions à l'intérieur du Rassemblement national sur cette question. Sur le reniement, vous voulez dire des macronistes qui sont prêts à se vendre et à vendre leur retraite? Vous m'avez très bien compris. Vous voulez quoi? Notre position sur la réforme des retraites? Et sur la suspension de la réforme des retraites, et sur cette proposition quand même, sur cette suggestion émise par Elisabeth Borne qui avait quand même sué à imposer cette réforme à son corps défendant. Sué sang et eau, c'est 49.3, enfin cette réforme des retraites est passée avec les forceps, comme on dit, à l'Assemblée nationale. Personne n'en voulait. C'est une réforme qui est injuste et qui fiscalement est complètement inopérante. Vous savez, nous pensons que quand vous avez commencé à travailler entre 17 et 20 ans, vous pouvez partir à la retraite avec 40 annuités à partir de 60 ans. Et ensuite, quand vous avez commencé après 20 ans, c'est progressif. Votre âge de départ à la retraite dépend du moment où vous êtes rentré sur le marché du travail. C'est une façon aussi de faire rentrer les jeunes plus tôt sur le marché du travail. Et partir avec 42 annuités et 62 ans, ce qui est l'âge légal. Ça n'empêche pas les gens de travailler plus longtemps. C'est peut-être là un des points de rupture que vous avez eu avec Jean-Marie Le Pen, qui lui était favorable, si je ne m'abuse, au report le plus loin possible de l'âge de la retraite. Avez-vous été... Et vous avez raison, c'est un choix de société. C'est aussi un choix. Voilà, nous, on pense qu'on peut profiter, une fois qu'on a travaillé, aussi de la vie. Mais est-ce qu'on a les moyens? Non, mais Laure Lavalette, est-ce qu'on a les moyens de le faire? Mais oui, on a les moyens. On relance, je vais vous dire, très sincèrement, si on relance la natalité, parce que notre système de retraite, il est né des... Il faudra au moins 25 ans pour relancer la natalité. Il sort des 30 glorieuses, où on avait évidemment une natalité florissante. Et notre système de retraite, il est basé à la fois sur la natalité et sur la productivité. Et c'est vrai que les gouvernements successifs que nous venons de subir. On sabrait la natalité, on le voit très bien. Il y a des classes maintenant avec moins d'enfants après les prises de position de François Hollande du quotient familial, souvenez-vous, et des coups de boutoir qu'il a mis à la politique familiale. Il faudra 25 ans pour relancer une démographie. Je pense que, vous savez, nous déjà, on a comme objectif de faire baisser les impôts des familles en faisant du deuxième enfant une part fiscale pleine. Et vous allez voir que ça va relancer la natalité. Avez-vous été ému par l'entrée au Panthéon de Robert Badinter?
Oui, oui, quelqu'un qui rentre au Panthéon, voilà, c'est toujours un moment... Voilà, non, écoutez, j'ai pas vraiment d'avis très tranché sur la question. Je pose la question parce que le Rassemblement national, en tous les cas le Front national, longtemps a été quand même plus que critique contre Robert Badinter et les années Badinter. Oui, voyant lui le laxiste qui fait en sorte que effectivement notre politique pénale aurait penché plus du côté, j'allais dire, des victimes, enfin pas des victimes justement, des auteurs. Des coupables. Voilà, ouais, des coupables que des victimes. Voilà. Après, en fait, j'ai surtout trouvé que c'était relativement mielleux, que c'était dans un espèce d'entre-soi absolument faramineux à l'époque où nous sommes le 10 octobre. Les Français vont devoir choisir entre se chauffer et dîner. Enfin, ça venait un peu comme un cheveu sur la soupe quand même, mais ça montrait vraiment cet entre-soi parisien quand même. Vous évoquiez donc la question d'un retour aux urnes. Pour l'instant, ce qu'on voit, vous serez d'accord avec moi, c'est qu'apparemment, cette hypothèse n'est pas celle qui est privilégiée par le président de la République. Alors, effectivement, on se parle, il est 12h06, l'émission est rediffusée à 20h, peut-être que les choses auront changé d'ici là, mais à l'heure où on se parle, il y a plusieurs hypothèses qui sont encore sur la table. Est-ce que si le président la République, si Emmanuel Macron choisit, en tous les cas, de nommer un nouveau Premier ministre, donc de laisser la situation parlementaire en l'état, est-ce que vous êtes toujours sur cette position définie par Marine Le Pen en début de semaine d'une censure systématique ? Mais oui, je pense que ça a assez duré. Est-ce que le projet du président de la République n'est pas finalement que nous buvions le calice jusqu'à la lie ? Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Vous avez bien vu la séquence qui dure depuis 1 an et demi où l'Assemblée nationale est complètement à l'arrêt. C'est important de revenir au péché originel de la situation que nous vivons. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu ces alliances absolument délétères entre le premier et le deuxième tour des élections législatives en juillet 2024, nous n'en serions pas là. Jordan Bardella aurait déjà été à Matignon, on aurait déjà fait baisser la TVA sur les énergies. En fait, on voit bien que vous seriez peut-être épuisé à l'exercice du pouvoir ? En tout cas, on a envie de mettre les mains dans le cambouis, on a envie de leur dire « Laissez-nous les clés de la maison France, vous avez ruiné le pays, vous avez fait 1100 milliards de dettes en 7 ans, c'est-à-dire autant de dettes que la dette de la France entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 2000. C'est absolument colossal. Si votre première mesure, c'est de revenir sur la réforme des retraites, ça ne va pas tellement arranger les finances publiques. Mais autant vous dire, Monsieur Roux, que tout ça, c'est financé, parce qu'il faut que vos auditeurs comprennent bien qu'un budget, c'est la traduction comptable de choix politiques. Et c'est en ça que c'est intéressant de revenir aux urnes. Parce que vous savez, on a eu... Jordan Bardella fait un score absolument faramineux au soir des élections européennes. Nous avons fait un score sans précédent au soir des élections législatives. Les Français veulent toujours moins d'immigration, plus de sécurité, plus de pouvoir d'achat. Et je pense que c'est important qu'on revienne sur la table et qu'on écoute ce que veulent les Français. Ça, c'est dans l'hypothèse d'une dissolution. Elle est inévitable. Enfin, je veux dire, ils ont beau essayer de tirer un peu, de gagner du temps, parce qu'en fait, ils ont peur de... Et pourtant, Sébastien Lecornu a dit cette semaine qu'il y avait une majorité absolue contre la dissolution. C'est très intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que la seule majorité qu'il y a à l'Assemblée nationale, c'est pour éviter de revenir devant les Français. Mais c'est absolument un scandale sans précédent. Enfin, moi, je suis outrée, sachant que 66% des Français veulent la dissolution. Donc, les députés ne représentent plus les Français. On est dans une grave crise. Si on revient... Donc, à ce que dit Sébastien Lecornu, qu'il y a une majorité absolue contre une dissolution, si vous en tenez donc à votre position d'une censure systématique, même dans l'éventualité, dans l'hypothèse d'une nomination de Jean-Louis Borloo ? Non mais, je veux dire, le prochain, c'est qui? C'est Balladur. Enfin, on va avoir tous les ministres de Chirac et de Sarkozy. Non, mais enfin, la Start-up Nation, merci. Enfin, c'est absolument hallucinant. En fait, il faut bien que les gens comprennent qu'en fait, ils sont en train et ils vont se voir à 14h pour essayer de garder leur poste. L'intérêt des Français n'est pas au cœur des préoccupations de ces gens-là. Enfin, je veux dire, très simplement, regardez François Bayrou. Quand François Bayrou nous donne une version 1 de son budget, qui a 0 économie sur l'immigration, même clandestine, alors qu'il demande 8 milliards d'efforts. Il avait proposé quand même sur l'AME. Non, mais à la fin, sur la deadline, à la fin, parce qu'il sentait bien que c'était fou. Mais comment est-ce qu'on peut, alors que 60% des Français pensent qu'on a un problème, que la politique migratoire nous coûte trop cher, qu'elle pèse sur nos comptes publics, sur notre identité, comment est-ce qu'on peut faire un budget pour régir la vie des Français sans parler d'immigration? C'est affligeant. Si on revient sur la question de la censure,
la question, c'est si vous déposez une motion de censure, vous n'aurez pas de soutien. Bon, d'abord, c'est de la politique fiction, Monsieur Roux, on n'en sait rien. C'est de la statistique. Non, mais déjà, on ne sera pas les seuls. On ne sera pas les seuls à déposer une motion de censure. Et nous, contrairement aux autres, on n'est pas sectaires. Voyez, on n'est pas dogmatique. Si de voter la motion de censure d'un autre groupe politique peut faire tomber le gouvernement, nous l'avons déjà fait et nous le ferons. Moi, ça fait 3 ans que je suis élue à l'Assemblée nationale, 3 ans que je vote tout ce qui va dans le bon sens. Et encore une fois, quand un de mes adversaires dit que le ciel est bleu, bah, je n'ai pas tendance à dire que ça n'est pas vrai. Vous voyez, enfin, nous ne sommes pas dogmatiques. Dans l'hypothèse de la dissolution, il y avait eu, lors de la campagne législative de 2024, où vous avez été réélu, une polémique qui a été soulevée par les candidatures et les profils de certains candidats. Question, si vous étiez aujourd'hui rappelé, s'il y a une élection, une dissolution, est-ce que vous êtes prêt et est-ce que vous avez des profils un petit peu plus compétents à proposer aux électeurs? Bah, vous êtes dur, parce qu'effectivement, on a eu quelques profils qui ont défrayé la chronique. Et évidemment, c'était normal qu'ils le fassent. Depuis, nous avons confié ce recrutement des futurs députés à une cellule en interne qui travaille beaucoup, et depuis le début, depuis la dernière C'était la communication que vous aviez avant les précédentes élections législatives. Et vous savez qu'on a fait appel à un logiciel qui remonte, parce qu'en fait, l'idée, c'est ça, c'est que les gens sont tombés sur des vieux tweets ou des vieux posts Facebook. Moi, j'aurais juste aimé que les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde et que chaque parti politique ait été autant passé à la moulinette que nous, parce que, encore une fois, nous n'avons pas les mêmes règles du jeu. On le voit peut-être avec les notes de frais à Paris. Jusqu'où va la main tendue de Jordan Bardella pour une union des droites ? Bah, tous les souverainistes, ça va même plus loin que l'union des droites. Je pense que tous ceux qui ont envie de rendre à la France sa souveraineté, tous ceux qui sont d'accord avec nous sur le régalien, tous ceux qui veulent faire baisser le coût du travail, tous ceux qui veulent avoir une justice fiscale pas punitive, mais qui évidemment permet à ceux qui gagnent le plus de participer au redressement du pays, tous ceux qui veulent plus de police, plus de sécurité, tous ceux qui veulent des mesures drastiques sur l'immigration, tous ceux qui ont envie véritablement d'exécuter les OQTF. Enfin, vous voyez, c'est relativement large et effectivement, nos bras sont ouverts. Vous savez, moi, en 2024, mon suppléant était LR. Avant même qu'il rejoigne l'UDR, je l'avais battu en 2022. On s'est aperçu qu'on avait une grande porosité quand même dans ce que nous pensions. Et ça a été très, très intéressant de faire équipe ensemble. Parmi les cas de figure qui pourraient se proposer, il y aurait un cas de figure, par exemple, qui est l'inverse de ce qu'a fait Gabriel Attal lors des élections législatives précédentes, qui serait finalement de faire des soutiens ou en tous les cas des désistements réciproques. Est-ce que vous seriez prêt à cette éventualité ? En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Nous ne voulons pas des accords d'appareil. Nous voulons que les Français aillent aux urnes et qu'au soir des élections, nous voyons avec qui nous pouvons avoir des accords de gouvernement si jamais Jordan Bardella n'obtenait pas la majorité absolue. Donc, c'est pas en amont. Pas d'accord ou pas d'union des droites entre les deux tours de la législative? C'est pas comme ça que ça se passe. C'est en amont. C'est comme ça que ça s'est passé avec Éric Ciotti, ceci dit. Entre les deux tours. Oui, vous avez raison, parce qu'il a courageusement rejoint le Rassemblement national, parce que lui aussi avait compris que... Une alliance. Quand je lui pose la question, il dit « je n'ai pas rejoint le Rassemblement national à votre place ». Mais vous avez raison, c'est une alliance. Et c'est aussi ce qui permet d'avoir des différends. Il le dit lui-même, hein, on a 97%. Oui, sur les retraites, je pense que vous êtes pas d'accord. Mais d'ailleurs, il dit qu'il n'est pas d'accord, et je veux dire, ça pose pas de problème dans notre alliance. Vous êtes candidate à la mairie de Toulon, première mairie de... Je ne suis pas candidate. Vous n'êtes pas encore candidate à la mairie de Toulon? Je réfléchis à l'être, monsieur. Alors, je réfléchis effectivement. Alors justement, c'est une question qui peut se poser. Est-ce que, dans l'éventualité où il y a une dissolution, est-ce que vous voyez faire campagne pour les deux scrutins ? Je pense que c'est step by step. C'est la première élection qui s'offrira à nous. Moi, je plaide vraiment pour une dissolution rapidement. Vous savez, l'État de la France nécessite des grands choix. Et ces choix, ils nécessitent une majorité. Ouais. Donc, il faut absolument qu'on en revienne aux urnes. Et puis après, on verra dans le calendrier comment ça se passe. Ce qui, évidemment, ne m'empêche pas de réfléchir, vous imaginez bien, au municipal et à Toulon, qui est une ville qui mérite du changement, qui a une marge de progression dans beaucoup de... Et qui est la première mairie... qui est la première mairie de plus de 100 000 habitants, qui avait été Perpignan, 120 000. Qui avait été conquise autrefois par le Front National. Parce que sinon, depuis, il y a Perpignan qui est 120 000 habitants quand même. Ouais. Vous voulez venger Jean-Marie Le Chevalier?
Non, vous savez, moi j'avais 19 ans quand Jean-Marie Le Chevalier est arrivé, donc moi c'est les 30 prochaines années qui m'intéressent plutôt que les 30 dernières. Marine Le Pen n'a-t-elle pas plus à perdre avec une dissolution rapide ? Vous voulez dire Marine Le Pen herself Vous voulez dire, mais Marine Le Pen, en français quoi. Marine Le Pen, en fait, l'intérêt de Marine Le Pen intéresse moins Marine Le Pen que l'intérêt des Français. Enfin, je veux dire, c'est la seule boussole, encore une fois, sinon elle ne demanderait pas la dissolution, puisqu'elle n'est pas certaine de pouvoir se représenter. Donc non, encore une fois, nous voulons un budget qui fasse des économies sur l'immigration, sur notre contribution à l'Union européenne, sur le train de vie de l'État, sur la fraude, et pour ça, il faut en revenir au peuple. Je vous pose la question parce que il y a une hypothèse, en tous les cas, on entend beaucoup parler, on peut le lire, on l'entend, que certains conseillers de la leader du Rassemblement national lui conseilleraient de toute façon de se présenter, quelle que soit sa situation juridique. Non, elle va se présenter, puisqu'il y a encore une petite porte, un chemin. Alors, il est étroit, mais le Conseil constitutionnel peut se saisir de la jurisprudence, vous savez, qui était sortie juste avant la prononciation de son exécution provisoire, qui donnerait évidemment raison à Marine Le Pen, puisque c'est complètement disproportionné et que ça priverait des électeurs, notamment à Hénin-Beaumont, de pouvoir choisir Marine Le Pen comme présidente. Donc, bien sûr qu'elle va se présenter. La France Insoumise a présenté cette semaine une motion de destitution d'Emmanuel Macron. Pourquoi n'avoir pas enfourché ce cheval ? Parce qu'en fait, voter quelque chose qui est du vent et qui n'a aucune... on est sûr que ça ne fonctionne pas. Vous savez bien Pourquoi ? Parce qu'il aurait fallu que le Sénat le vote. Vous imaginez le Sénat voter la destitution d'Emmanuel Macron ? Enfin, vous savez bien que c'était voué à l'échec, un peu comme... Pourtant, vous avez voté des motions de censure qui, parfois, peut-être n'avaient pas de chance d'être adoptées. On ne vend pas quelque chose qu'on n'a pas. Enfin, la destitution, ça n'est pas possible. Je veux dire, un peu comme au Parlement européen avec Ursula von der Leyen. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il ne faut pas mentir aux Français. Ça ne permettait pas, cette procédure ne permettait pas la destitution d'Emmanuel Macron. Et que vous inspirent justement les appels à la démission ou au départ anticipé d'Emmanuel Macron ? Écoutez, si on reprend la vidéo qui a pas mal tourné d'Emmanuel Macron disant qu'il n'imaginait pas qu'un président de la République puisse rester en place s'il n'avait pas sa majorité, on pourrait imaginer que s'il était cohérent et qu'il avait une grandeur d'âme, il quitterait le pays. Oui, c'est sûr, il a fait trop de mal. Et maintenant, il faut donner les clés aux partis qui représentent l'alternance. Après, c'est en son âme et conscience, évidemment, mais c'est un peu la beauté de la Constitution qui nous donne des outils pour sortir, que ce soit le référendum, qui là n'aurait pas tellement de sens, la démission qui n'a pas l'air d'être ce qui est privilégié par le président de la République, mais donc il n'a pas d'autre choix que de dissoudre. C'est pour ça que vous me dites que c'est pas l'option envisagée, mais en fait, ça va être l'option obligatoire. Que vous inspirent les critiques de ces anciens lieutenants comme Gabriel Attal ou les appels de ses alliés comme Édouard Philippe, justement, à quitter ses fonctions ? Oui, là, c'est une mauvaise série Netflix. J'avoue que ça doit être humainement très, très difficile. Mais encore une fois, ils sont là pour leur poste. Vous voyez bien que depuis cette séquence, on ne parle plus des Français. Moi, je suis fière d'être dans une famille politique avec un leader qui était hier à Cournon, au milieu des Français. Parce qu'en fait, c'est ça. Les Français sont affligés du spectacle que nous donnons. On est le 10 octobre. Ils vont pas tarder à se chauffer. C'est une inquiétude pour les Français. Moi, ils me le disent sur ma circonscription. Ils disent il va falloir qu'on chauffe. On va devoir choisir de temps en temps entre dîner et se chauffer. Alors c'est très loin des préoccupations de ces gens-là qui sont prêts à tout vendre. Je rappelle que M. Retailleau avait dit qu'il n'irait jamais dans un gouvernement s'il y avait un Premier ministre macroniste. J'attends de voir. Enfin, le spectacle donné par la classe politique est absolument terrible et très déconnecté des Français. Et on va continuer de suivre ces questions. Merci beaucoup, Laure Lavalette, d'être venue, en tous les cas, réagir sur le plateau de Figaro TV. On va revenir maintenant sur l'actualité internationale avec les deux événements qui ont marqué ces dernières heures. D'abord, celui qui s'est passé en fin de matinée, la nomination d'un nouveau prix Nobel, l'attribution à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Peut-être un commentaire sur le prix Nobel. Quand j'ai vu attribuer à Maria Corina Machado, qui est une femme dont le courage
est proverbiale. Je me suis demandé s'il fallait appeler ça le prix Nobel de la paix ou le prix Nobel des droits de l'homme. C'est toujours un mélange entre les deux, d'ailleurs. Quand vous regardez la liste des Nobel de la paix, les choses ne sont pas toujours heureux, d'ailleurs. Enfin, c'est évident que le jury Nobel, qui sont des moralistes norvégiens, en résumé, ils ne pouvaient pas le donner à... C'est pas des réalistes Kissinger. Non. Ils ne pouvaient pas le donner à... Ils l'ont donné à l'Éducto, ils l'ont donné à Arafat, Pérez, Rabin. Bon, ils peuvent... mais Trump, ils doivent le trouver tellement épouvantable sur d'autres plans que... même si la percée de Trump est extraordinaire. Alors, on va y revenir. Mais est-ce qu'il le mérite? Non, mais on s'en fiche du Nobel, c'est pas le sujet. En tout cas, pour Trump, ça avait de l'importance. Oui. Mais... Et on l'a attribué à Obama, qui n'a jamais conclu un accord de paix. Oui, mais Obama, il avait annoncé, il a fait un discours contre les armes nucléaires. Donc les pacifistes norvégiens avaient adoré, en fait. Bon, mais c'est absurde. Ça l'a d'ailleurs beaucoup gêné. Non, je pense que ce que fait Trump, c'est considérable. Moi, j'ai vécu plusieurs moments pas loin de l'accord sur le Proche-Orient, notamment à la fin de Clinton. Bon, ça n'a pas marché. C'est évident depuis des décennies qu'il y a une bataille féroce dans chaque camp. En Israël, il y a une minorité courageuse, rappelez-vous, Rabin, Pérez, Olmert, Barak, même Sharon à la fin, et aujourd'hui Barnavi, Charles Anderlin, Ayalon, l'ancien chef des services, qui se résigne à l'existence d'un État palestinien. Se résigne. C'est la seule sécurité vraie. Mais la majorité est contre. Et Netanyahou, depuis 15 ans, bien avant les horreurs du 7 octobre, il dit qu'il n'y en aura jamais. Bon. Et de l'autre côté, vous avez une minorité de Palestiniens qui ont été battus par le Hamas, qui se résignent à reconnaître Israël. C'est une bataille qui dure depuis des décennies. Le débat en France n'a rien à voir, il est complètement hystérique, et on ne voit pas du tout la même chose qu'au Proche-Orient. Je parle des trucs sérieux au Proche-Orient. Mais on voyait bien depuis des années que personne ne pouvait contraindre Israël à bouger, et que même l'armée israélienne n'arrivait pas à éradiquer le Hamas. Donc ça ne peut bouger que des États-Unis. Alors, vous me dites ce qu'a fait... C'était évident que Trump allait le faire, en fait. Ouais, alors, justement, on va revenir sur ça, parce que, par rapport à ce que vous dites, se posent deux questions. D'abord, pourquoi ce que fait Trump est considérable? En quoi ce que fait Trump est considérable? En quoi, justement, un acteur comme vous, qui a travaillé de très près sur ces questions, voit la réussite de Trump, et puis... on en est au début, hein. Ouais. Première étape. Mais déjà, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on va entendre qu'on n'en est qu'à la première phase, que c'est un plan en 20 points, mais qu'est-ce qui fait que, justement, vous qui avez connu les accords d'Oslo, vous qui avez connu Wye Plantation, qu'est-ce qui fait que ces accords-là, ce qui est atteint par Trump, est considérable? Parce que moi, j'ai vécu depuis des décennies, je le répète, la bataille féroce dans chaque camp. Entre la minorité qui se résignait au compromis territorial, à mon avis la seule solution, mais c'était l'idée de Rabin, et les autres. Et malheureusement, la majorité s'est durcie en Israël, et Netanyahou dit depuis 15 ans avec moi, il n'y aura jamais d'État palestinien. Et du côté palestinien, le Hamas avait vaincu l'OLP à Gaza. Aucun des deux ne veut deux États, en fait. Le Hamas veut un seul État islamique. Et les gens de Netanyahou, et encore plus ses alliés, là, qui sont très, très, très à la droite d'Orban, si on était en Europe. En réalité, ils ne veulent pas d'État palestinien. Donc moi, j'ai vécu... Oui, donc les positions se sont, par rapport à votre époque, à l'époque où vous étiez aux affaires, elles se sont radicalisées des deux côtés. Et d'ailleurs, le débat caricatural en France en est le reflet. Enfin, heureusement, on n'a pas d'influence directe à travers ça. Donc, depuis longtemps, on savait que si quelqu'un pouvait faire bouger la situation, c'était un président américain. Oui, sachant que là où c'est considérable, si je vous suis, Hubert Védrine, c'est en ce sens que d'arriver à une solution à une époque où ça s'est radicalisé. Oui, c'était tout bloqué, avec une aggravation sans fin. Et le camp de la paix en Israël, qui a toujours continué à s'exprimer avec un énorme courage, n'avait pas de relais à l'extérieur. D'ailleurs, les médias français n'en parlent quasiment jamais, qui étaient alignés sur Netanyahou, en gros, puisque tout le monde pensait que la question palestinienne avait disparu. Bon.
Donc, le fait que Trump... Je ne suis pas sûr que des titres comme l'Obs ou le Nouvel Obs soient alignés sur la position de Benjamin Netanyahou, par exemple. Non, mais je parle globalement dans le débat public. Mais les anciens présidents américains, George Bush, le père, Obama, Clinton, qu'est-ce qu'ils disent dans les mémoires? J'aurais dû tordre le bras des extrémistes israéliens. Mais ils n'ont jamais pu, jamais osé, en fait. Donc il fallait un personnage ahurissant comme Trump, qui en fait n'est pas complètement aligné sur Israël, qui tient compte de l'Arabie et des autres, qui veut relancer les accords d'Abraham avec l'Arabie, pour des tas de raisons. Et l'Arabie lui dit, moi je ne peux pas y aller, je veux bien normaliser avec Israël, c'est mon but. Les Palestiniens, je m'en fiche en fait. Mais compte tenu des horreurs de Gaza, qui ont succédé à l'atrocité du 7 octobre, je ne peux pas y aller. Donc Trump a bougé, et il fallait quelqu'un d'aussi effrayant que Trump, en fait, dans son genre, pour être capable de dire à Netanyahou, maintenant tu t'arrêtes là. Alors, deux questions. Alors, on n'en est qu'à la première étape. Hein. Première étape. Non, mais deux questions par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait que Trump, dont on vient de voir le gendre, hein, et on précise que la femme donc, de Jared Kushner, Ivanka Trump, s'est convertie au judaïsme. Donc, qu'est-ce qui fait que Trump va quand même tordre le bras de Netanyahou et ensuite, qu'est-ce qui motive, selon vous, Donald Trump ? Qu'est-ce qui fait que Netanyahou, qui a toujours refusé, qui a contourné, là, cette fois-ci, accepte? Il est coincé. Il est coincé par quoi? Mais ne raisonnez pas à la française. Les Juifs, les Arabes. Il y a une bataille dans chaque camp. Donc Trump a dû se rendre compte. D'abord, l'image d'Israël s'est effondrée dans le monde occidental. Les gens qui ont critiqué Macron, quand il a annoncé la reconnaissance, qui veut dire on réaffirme la nécessité de créer un État. Tous les gens qui l'ont attaqué, c'est trop tôt, les conditions, gna gna gna. Heureusement qu'il a eu le courage de résister, Macron. Il était quand même très mis en demeure, voire menacé. Il a maintenu la reconnaissance. On en est à plus de 150 États. Donc beaucoup d'amis, de pays amis d'Israël, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie, etc., etc. Donc un effondrement de l'image, de l'impunité d'Israël, de l'image d'Israël. Et dans les jeunes générations, même en Allemagne, même aux États-Unis, même chez les Juifs américains, les jeunes disent sécurité d'Israël, évidemment, toujours. Mais cautionner Gaza, non. C'est too much. Donc, Trump, il a senti ça, je pense. Deuxièmement, je pense qu'il a écouté quand même ses amis saoudiens, amis, partenaires, etc., qui lui ont dit non, on ne peut pas revenir dans les accords d'Abraham, aller dans les accords d'Abraham, s'il n'y a pas quelque chose pour les Palestiniens. Et d'ailleurs, dans le communiqué de la Maison-Blanche, il y a un mot qui est « les Palestiniens ont trop souffert ». Qu'est-ce qui dit ça dans le monde occidental? Ils ont trop souffert. Évidemment, la souffrance israélienne, etc., bien sûr, c'est évident. Alors, donc, je pense qu'il a bougé pour des raisons internes, pour des raisons moyen-orientales, pour des raisons saoudiennes. Les raisons saoudiennes. Mais on n'en est qu'à la première étape. Alors, pourquoi parce que... Où on en est d'ailleurs des relations américano-saoudiennes? C'est-à-dire, on sait qu'on a évolué, on est plus elles sont sans doute excellentes, mais elles ont évolué depuis le pacte de Quincy. Pourquoi, justement, les Américains pourquoi Trump a autant besoin d'un accord avec les Saoudiens? Non, il en a besoin s'il veut relancer les accords d'Abraham, qui est la réussite de son premier mandat, notamment avec Jared Kushner. Mais les accords d'Abraham, première version, ça voulait dire on oublie la question palestinienne. D'ailleurs, les Arabes s'en fichent, les Européens ont oublié, les Français passaient sous la table. Et comme disait Netanyahou, si quelqu'un nous embête avec la question palestinienne, on va le traiter d'antisémite, il va s'écraser. Bon, ça a très bien marché pendant très longtemps, ça. Mais Trump veut quand même normaliser les relations du monde arabe avec Israël. Il a obtenu Abu Dhabi, plusieurs pays, le Maroc, etc., mais pas l'Arabie. Parce qu'en Arabie, il y a un peuple. Il n'y a pas de peuple dans les Émirats, il y a un peuple en Arabie. Donc même si Salman, le roi, et MBS surtout, veulent normaliser ce qu'Israël, c'est l'avenir, la modernité, etc., ils veulent être en paix avec Israël, faire des affaires, etc. Avec l'opinion arabe et les millions de vidéos qui tournent depuis 2 ans sur les abominations de Gaza, ils ne peuvent pas bouger. Donc je pense qu'ils ont dit à Trump, nous on peut bien y aller, mais il faut quelque chose. Et d'ailleurs, dans le communiqué de la Maison-Blanche, alors évidemment, il y a cette espèce
disons, ses supervisions de Gaza avec Trump lui-même et Tony Blair, dont on se demande pourquoi il revient. Enfin bon, je dis, comme Tony Blair est bien vu des Israéliens... Alors justement, on va revenir juste sur Tony Blair. Il y a un mot sur un comité technique palestinien. Ce que Netanyahou veut empêcher depuis 15 ans. Donc il y a eu un mouvement de la Maison Blanche. Alors, c'est très intéressant de vous entendre sur ça. C'est-à-dire que là où il y a une vraie évolution, sans doute, c'est sur l'acceptation de ce comité technique. Pourquoi Netanyahou et les Israéliens refusaient les comités? Pourquoi ils refusaient le comité technique? Parce que c'est un embryon d'un État. C'est l'embryon d'une autorité palestinienne, en tout cas nouvelle. Donc c'est la vieille autorité, nulle, incapable, auquel ils coupent les vivres, exprès, pour que les Palestiniens soient contre elle. C'était assez commode, puisque pour Netanyahou, il ne faut pas d'État, donc pas de négociation, donc pas de négociateurs. Il faut qu'il n'y ait que des terroristes. Et Ehud Barak l'a très bien démontré, ça. Le Hamas lui rend des services, en fait. Donc, la moindre réapparition, même minuscule, même modeste au début, d'une entité palestinienne, c'est ce qu'il a combattu depuis 15 ans. Et là, Trump l'a dit, il n'a pas le choix. Est-ce que vous pensez... Il a dit ça, Trump, il n'a pas le choix. Il doit accepter. Trump n'est pas du tout aligné. Ouais. Israël, il ne faut pas mélanger Israël et Netanyahou, mais pas aligné comme l'étaient les Européens il y a encore 2-3 ans, et comme l'étaient les démocrates. Est-ce que ça relance, selon vous, l'hypothèse, par exemple, côté palestinien, de la sortie de prison d'un Marwan Barghouti? Israël refuse pour le moment. Parce que dès qu'il est sorti, il devient le leader nouveau, en fait. Donc, qui était le numéro 2 de l'OLP, qui était présenté comme l'héritier de Yasser Arafat et qui a été emprisonné au moment de la deuxième intifada. Et là, Israël va essayer... Alors, il faut étudier... Non, le plan Trump, on en est à la première étape. Libération des 20... On dit une vingtaine d'otages survivants. Et puis tous les morts. Hein. Bon. On peut y croire, ça, raisonnablement, Hubert Védrine. On est dedans, là. Parce que là, on parlait d'une date d'une libération lundi, maintenant on parlerait de mardi. On verra. Mais dans chaque camp, il y a des gens qui vont essayer de torpiller. Ils ont été obligés d'accepter le plan Trump et le Hamas. Et Netanyahou, avec des alliés extrémistes, ils vont essayer de le torpiller, forcément. Il ne faut pas être surpris. Alors, mais Trump va dire, je suis engagé maintenant. Donc il y a le crédit de Trump. Et l'Arabie va lui redire, moi je peux aller avec vous, que si on applique le plan, pas que la première étape. Mais il y aura une bagarre tous les jours. Donc il faut faire l'analyse des forces qui vont essayer de torpiller le plan Trump et de la puissance de Trump et peut-être de l'Arabie et des autres pour avancer quand même. Si on regarde la première phase... Je pense que ça va se produire, moi, la première phase. La première phase. Oui, donc la première phase, libération des otages, désarmement du Hamas. Ça c'est plus dur. Ouais. Parce que c'est dans la première phase, ça. Oui, non, mais c'est normal que ce soit difficile, sinon ça serait réglé déjà avant. Mais Trump a été obligé de s'engager par rapport à ça. Est-ce que Trump a obtenu des garanties, par exemple, des alliés arabes, notamment le Qatar, par exemple, pour travailler à cette... Il faut raisonner en termes de dynamique. Si vous prenez le plan, vous allez dire, oui, mais ça c'est faible, il n'y a pas de garantie, ceci, cela. Mais il y a quoi d'autre? Le plan de Trump avant, c'était quoi? Carte blanche à Netanyahou. Et finalement, Gaza, c'était tellement affreux. Les pays arabes ont réagi de telle façon que Trump a corrigé. Et c'est un Trump complètement... Là, il aurait mérité le Nobel des bonnes intentions, on dira, si les jurys n'étaient pas horrifiés par les autres aspects de Trump. Donc il y aura une bataille. Il y aura une bataille. Mais est-ce que les forces en Israël et au Hamas qui veulent torpiller le plan, ne pas l'appliquer en vrai, est-ce qu'ils vont gagner? C'est pas sûr. Donc il faut raisonner en termes de dynamique. Et il me semble qu'il y a une dynamique Trump qui était enclenchée. C'est pour ça que dans le Figaro, il y a quelques jours, j'ai dit que ceux qui avaient critiqué Macron sur la reconnaissance étaient totalement plantés, parce qu'on aurait été carrément ridicule d'être en deçà de Trump, vous voyez, par rapport à ça, que le plan Trump était un fil ténu à tirer. Après, il y a une bataille tous les jours. Mais je pense ici aujourd'hui que ça peut marcher. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure sur l'idée de confier à l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair le pilotage d'une administration de transition. Est-ce que c'est une bonne idée? Beaucoup de gens, en majorité les gens en Angleterre ont rejeté Blair, et au Moyen-Orient ils n'aiment pas Blair, soit parce qu'il est trop copain des Israéliens, soit puisqu'il mélange trop l'argent et la politique. Bon, d'accord, en résumé. Mais c'est pas grave.
s'il faut passer par une étape Blair, pourquoi pas. Mais que peut apporter Tony Blair et que peut réussir Tony Blair? Jusqu'à présent, il était en charge d'une entité qui était le Quartet. Un truc imaginaire. Oui, il a quand même plus, dit-on, quand même, dépensé en notes de frais à l'American Colony en invitant un certain nombre d'interlocuteurs à sa table que réussit quelque chose. Dans l'hôtel American Colony, dans le livre d'or qu'on m'a montré quand j'y étais, moi, il y a Laurence d'Arabie qui a signé le livre d'or. Puis longtemps après, il y a Peter O'Toole, du film. Bon. Bien sûr, on peut dire plein de trucs contre Tony Blair, mais les gens qui critiquent... D'accord, que l'American Colony est une étape absolument incontournable quand on va à Jérusalem. Voilà. Est. Jérusalem, Est. Mais ceux qui critiquent, ils proposent quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils n'ont pas de plan. Aucun plan. Ceux qui critiquent du côté palestinien, qui sont des extrémistes qui soutiennent le Hamas, donc pas les deux États. Ceux qui soutiennent Netanyahou parce qu'on ne peut pas critiquer Israël, c'est interdit, blablabla. Quel est leur plan? Rien. Rien faire. Donc tout ce qui permet de bouger est bon à prendre. S'il faut passer par une étape Blair, qui connaît tous les souverains de la région, que l'Israélien aime bien, puisque les autres leur reprochent, ils disent Tony Blair est trop copain, mais ça peut rendre service. Comme il s'agit de faire évoluer les Israéliens, et dans l'idéal qu'il y ait un autre gouvernement, ou même que Netanyahou change de coalition, après tout, il pourrait dire, je fais de la politique fiction positive, là. Il pourrait dire, après tout, j'ai... Positif, c'est-à-dire qu'il va, dans l'esprit du Vervedrine, plutôt vers la gauche travailler. Pas du tout. Non. Je m'en fiche de ça, qui va vers les deux États. De fait, en Israël, si vous allez dans une solution de l'État, c'est vers là que vous allez. Yitzhak Rabin n'était pas un général de gauche. Hein Olmert est un centriste. Barak aussi. Sharon. Donc c'est pas la gauche et la droite. Oublie les machins français, franco-français. Donc s'il y a un processus qui permet d'avancer, Tony Blair, pourquoi pas, il faut avancer. Il faut que l'embryon de comité technique palestinien, qui est chargé de quasiment rien pour le monde, devienne le début d'un processus, et que Netanyahou dise « Moi, j'ai tapé sur l'Iran, j'ai détruit le Hezbollah, j'ai détruit aux 3/4 le Hamas. Donc, je peux prendre le risque d'un État palestinien. » C'est ce qu'avait fait finalement Ariel Sharon. C'est ce que... À la fin. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il le fera, mais... Hubert Védrine. Mais pareil, c'est une hypothèse. On continuera de suivre ça et vous reviendrez avec nous pour commenter l'avancée ou non de ce nouveau processus. Merci. Merci beaucoup Hubert Védrine, et on ne se lasse pas de recommander votre notamment votre nouveau dictionnaire de la géopolitique, nouveau dictionnaire amoureux de géopolitique. C'est le nom de la collection. De géopolitique. Parce qu'on rappellera qu'Hubert Védrine est plutôt de la tendance justement de ceux qui ne mettent pas trop d'affect en géopolitique. Merci beaucoup. C'est pas vous faire injure de dire ça. Non. J'ai vécu dans la réalité, sur ça. Merci beaucoup, Hubert Védrine. Alors, on va revenir à une autre réalité, celle de la situation politique actuelle, avec un livre passionnant de notre confrère Louis Osalter, La foudre et les cendres. Et on va revenir notamment sur ce qui s'est passé cette semaine, ces deux déclarations faites par des alliés d'Emmanuel Macron, l'ancien ministre Édouard Philippe et le chef du parti présidentiel, Gabriel Attal. Je ne suis pas pour sa démission immédiate et brutale. Elle aurait un impact terrible. Elle interdirait une élection présidentielle qui se passe dans de bonnes conditions. Mais je crois qu'il doit prendre une initiative. Et il me semble qu'il s'honorerait si par exemple, il proposait un nom de Premier ministre, il nommait un Premier ministre avec pour fonction d'exécuter les affaires courantes et de construire un budget, de faire adopter ce budget. Et qu'à l'issue, dès lors que ce budget est adopté, dès lors que la France est dotée d'un budget, et c'est indispensable, il annonce qu'il organise une élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire qu'il part immédiatement après que le budget a été adopté. Il faut d'abord se parler et trouver un compromis entre partis politiques, parce que je crains, encore une fois, qu'en rééditant une méthode qui conduise à nommer un Premier ministre ou une Première ministre avant qu'il y ait eu un compromis sur le fond, ça produise les mêmes effets. Et la deuxième chose que je dirais, c'est évidemment qu'il faut partager le pouvoir et ne pas donner le sentiment de s'acharner à vouloir garder la main sur tout.
Parce que je pense que c'est ce qui explique aussi la difficulté d'un certain nombre de partis politiques, de l'opposition, de l'ancienne opposition, à se mettre autour de la table pour parler du fond. Ce qui est frappant, Louis Hauselter, quand on lit votre livre, c'est que vous racontez de l'intérieur et vous donnez les sous-titres de ces déclarations des anciens alliés d'Emmanuel Macron et les relations terribles que Emmanuel Macron notamment a avec ses anciens premiers ministres. Il n'y en a qu'un qui échappe à sa vindicte, c'est Jean Castex. Oui, c'est Jean Castex parce qu'il n'a pas de... Parce que ça s'est bien passé avec lui déjà, qu'ensuite il est surtout Jean Castex, le gestionnaire du Covid, donc n'a pas pris un rôle politique très important, et surtout il ne nourrit pas spécialement d'ambition politique pour la suite, et ne voulait pas prendre la lumière à la place d'Emmanuel Macron. Mais toutes les relations d'Emmanuel Macron, et je donne la parole évidemment dans ce livre à tous les prétendants au trône, parce que c'est quand même Game of Thrones, donc Gabriel Attal et Édouard Philippe en font partie, ils ont des phrases très dures sur Emmanuel Macron, qui ne supporte pas la quasi-totalité de ses anciens premiers ministres. On l'a encore vu cette semaine. Ce qui est frappant, c'est que, bien évidemment, j'ai lu votre livre en suivant, bien évidemment, les derniers soubresauts, les moindres soubresauts de l'actualité politique. Et je me suis demandé, mais est-ce que j'ai besoin de lire le livre de Louis Hauselter, puisqu'on est en train de vivre ce qu'il raconte? Oui, vous avez besoin de le lire pour comprendre pourquoi on en arrive là. C'est ça, en fait, l'utilité, je pense, de ce travail. On paye en ce moment les conséquences en cascade de plusieurs choses. Il y a évidemment la dissolution, et je la raconte en long, en large et en travers, avec des scènes qui ne sont pas sorties, et qui tentent peut-être pas d'expliquer, mais en tout cas de déceler pourquoi Emmanuel Macron a pris cette décision. Mais je crois qu'il y a des points de départ qui sont précédents, qui sont antérieurs à la décision. Et c'est ça qui rend votre livre absolument passionnant, outre d'ailleurs justement les coulisses, effectivement, qui nous permettent de comprendre ce qu'on est en train de vivre. Question quand même d'actualité, Louis Hauselter. Bien évidemment, ce que je disais tout à l'heure à Laure Lavalette, on se parle, à l'heure où on se parle, il est 12h42, donc les choses peuvent changer, donc on va prendre un petit peu de hauteur. Mais revenons quand même sur les dernières heures, derniers jours. Que s'est-il passé à l'Élysée ces dernières heures? Ces dernières heures, c'est très difficile c'est vraiment très difficile de savoir, puisque en fait on change d'option à peu près toutes les 2 ou 3 heures en ce moment. Donc depuis la chute de Sébastien Lecornu... Mais quelle est l'ambiance, quel est l'état d'esprit? Quelle est l'ambiance, quel est l'état d'esprit? Mais l'ambiance, elle est crépusculaire, mais c'est ce que je raconte dans le livre, c'est que de toute façon, c'est un président qui a accélérer lui-même sa fin de règne. Vous savez, c'est comme une tragédie classique, hein. Le personnage principal est maudit, il le sait, il est condamné, ça va mal se terminer pour lui. Donc les courtisans s'en vont, ils désertent, et puis surtout, tous les anciens alliés, anciens amis, anciens serviteurs se mettent à comploter dans le dos du personnage principal pour avoir sa peau. C'est ce qui se passe dans toutes les fins de présidentielles, mais là, Emmanuel Macron l'a accéléré. Donc l'ambiance actuellement... Pourquoi il l'a accéléré? Et le climat... Parce qu'il a fait cette dissolution qui a été, incomprise, et deux, qui a donné le résultat qu'on sait. Alors, on pourrait se dire, au moins, il est revenu aux urnes, il a donné la parole au peuple, certes. Mais dans ce cas, si vous faites ça, il faut tenir compte de ce que vous dit le peuple. Et on sent que, à ce moment-là de la dissolution, comme maintenant, dans les événements que nous vivons en ce moment, heure par heure, on sent un Emmanuel Macron coupé de la réalité du pays, qui est très intéressant. Lui dit. C'est ça qui est passionnant dans votre livre, Louis Hauselter, quand on le lit et quand on voit également les images d'hier d'Emmanuel Macron au Panthéon, on se demande si le président de la République mesure l'ampleur de la crise. Oui, d'ailleurs c'est ce qui me revient en ce moment de beaucoup de ses interlocuteurs. Même ceux qui, en général, se sentent écoutés, se montrent rassurants, regardent les options possibles, ont des échanges avec Emmanuel Macron qui leur permettent un peu de déceler, de voir à peu près où il veut aller. En ce moment, eux-mêmes sont complètement à la rue. Et le dernier carré est en train de se rétrécir de plus en plus. Et vous avez raison, il y a quelque chose de très décalé. Avoir un président, non seulement au Panthéon, il a essayé de profiter de la solennité de l'événement, mais dans d'autres circonstances. Au début de semaine, il a par exemple décoré Jean Tirole, Philippe Aghion et d'autres scientifiques à l'Élysée, alors même que le matin même, Sébastien Lecornu donnait sa démission parce que son gouvernement n'a pas tenu une nuit. Et Emmanuel Macron, dans cette cérémonie, est paru
mais complètement très en forme, comme si de rien n'était, n'a pas fait une seule allusion à la situation, alors que les invités, eux, se demandaient vraiment où allait le pays. Donc il y a ce décalage vraiment entre son attitude et la réalité du pays est très flagrant. Et ce qui est très frappant, en fait, quand on vous lit, c'est que on se dit deux choses sur Emmanuel Macron, vous l'écrivez d'ailleurs, c'est que lui pense qu'il peut changer les choses, qu'il peut changer les perceptions. C'est peut-être, n'est-ce pas là, pour reprendre la formule, là, cette fois-ci, de François-Olivier Gisbert à propos de Chirac, la tragédie du président. Ouais, c'est inspirant d'ailleurs, ce qu'écrivait Gisbert sur Chirac, parce que c'est ce qui se passe en ce moment, mais en accéléré. Et oui, parce que Emmanuel Macron, mettez-vous à sa place, mettez-vous dans sa tête. Il se présente à une élection présidentielle sans avoir eu aucun mandat, aucune expérience politique, à part avoir été ministre 2 ans, et à l'âge de 39 ans, il est élu du premier coup. 5 ans plus tard, il est réélu. Comment pouvez-vous ne pas penser que cet homme-là se dit « en fait, j'ai un instinct que les autres n'ont pas, j'ai une vista personnelle, j'ai un sens politique largement supérieur ». Il est légitime à se dire ça. Le problème, c'est que ça ne marche pas à tous les coups. Et le deuxième quinquennat, et c'est pour ça que c'est important dans mon livre, il y a un chapitre où je remonte non pas à 2024 et la dissolution, mais à 2022, cette réélection et ce quinquennat qui est mal né parce qu'il commence par une non-campagne et une majorité relative. Alors, ça c'est absolument passionnant parce que c'est une chose qui est venue à l'esprit le soir de l'élection, de la réélection d'Emmanuel Macron. Souvenir personnel, puisqu'on commentait ces scènes que l'on va voir sur le Champ de Mars, la pelouse du Champ de Mars, où Emmanuel Macron justement va goûter, savourer sa victoire, et on voit Emmanuel Macron et ses sourires, mais un peu un regard perdu. Oui. Et finalement, il y a quelque chose, on se demande si ce qui se passe ce soir-là. Le crépuscule commence à ce moment-là. Et voilà, la question c'est, est-ce que c'est pas là que le crépuscule commence? Si, ça commence là. Alors je pense qu'il y a 2 moments. Il y a cette campagne présidentielle qui est une non-campagne présidentielle. Parce que la guerre en Ukraine intervient, elle bouleverse tout, elle vitrifie un peu la politique française, alors que normalement l'élection présidentielle est le moment où en France, les grandes questions sont tranchées. Voilà, on confie la conduite du pays à quelqu'un. Et là, la guerre en Ukraine, cet effet de souffle, la sidération face à la situation géopolitique vitrifie tout. Emmanuel Macron lui-même joue cette stratégie-là. Il fait très peu campagne. Il est toujours dans des appels avec Poutine, avec Zelensky, avec les partenaires européens, etc. Donc il joue à mort le rôle du surplomb international. C'est vrai qu'il réussit. Et il ne fait pas campagne. Donc il y a un malentendu à ce moment-là. Il réussit là où, par exemple, un de ses prédécesseurs avait complètement échoué. C'était Nicolas Sarkozy qui faisait exactement la même chose qu'avait fait... enfin en tout cas qui avait essayé de jouer cette carte-là en 2012 au moment de sa réélection avec Hollande, où il avait réussi à organiser une visio où Obama et Merkel s'étaient prêtés au jeu d'apparaître à une visio. Il n'y avait pas l'effet de souffle de la guerre en Ukraine et donc il y a eu une campagne présidentielle en 2012 et elle s'est faite sur le rejet de la personne de Nicolas Sarkozy, alors qu'Emmanuel Macron, il a évidemment bénéficié de ces événements-là dont il n'est pas responsable par ailleurs en 2022. Alors que même que dans son programme, il met la réforme des retraites à 65 ans, parce que ce n'était pas 64 ans à l'époque. Dans la version initiale, c'était 65 ans. Donc, il est élu à nouveau par défaut face à Marine Le Pen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, Sophie Binet était face à Emmanuel Macron sur TF1. Elle lui avait dit « Mais même moi, j'ai voté pour vous en 2022, donc ne prenez pas pour un quitus démocratique cette élection et cette réélection face à Marine Le Pen. » Plein de gens ont voté pour lui par défaut, pas pour son programme. Et ensuite, il y a le deuxième drame, c'est un drame en 2 actes au printemps 2022. Ces élections législatives, pareil, le président ne s'investit pas spécialement, il continue à passer beaucoup de temps dans l'avion et dans des sommets internationaux. Et là arrive la majorité relative. Comme si les Français s'étaient dit « on ne veut pas Marine Le Pen au pouvoir, donc ce sera à nouveau Emmanuel Macron », mais cette fois, il n'aura pas les pleins pouvoirs parce qu'on a vu ce que ça a donné. Et là, je crois qu'à ce moment-là, Emmanuel Macron n'en tient pas compte. Il veut quand même dérouler son programme en bricolant une majorité de briques et de brocs qui en réalité aboutit à faire passer une réforme des retraites avec l'article 49.3. Et c'est là, à mon avis, que réside un grand malentendu démocratique. Et c'est pour se sortir de cette situation qui dissout l'Assemblée nationale en 2024. Donc les germes sont déjà présents au début de ce deuxième quinquennat. Et aujourd'hui, on vit évidemment des conséquences en cascade. Il y a une révélation c'est bourré de révélations, bourré d'excellentes citations. Je ne me résiste pas à lire celle de Churchill. L'un des problèmes de notre société, c'est que les gens ne veulent pas être utiles, mais importants. Ce qui fait faire penser que Emmanuel Macron, et c'est ce qui se passe en ce moment, adore faire
dire aux uns aux autres est-ce que tu voudrais pas être à Matignon? Oui, et je raconte en fait, il a la propension à proposer Matignon comme on propose d'aller boire un verre. Vous voyez, c'est comme si vous disiez là, Vincent, vous avez rien à faire là, tiens, on prend et Matignon, qu'est-ce que vous en pensez? Il le fait, il l'a déjà fait d'ailleurs à plusieurs de ses proches qui le racontent. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Alors là, on est vraiment en plein cœur de l'actualité, puisque là, Emmanuel Macron doit choisir un Premier ministre. Bon. Pour la 8e fois, je crois, depuis qu'il est président de la République. Il va bientôt battre le record de François Mitterrand. Je raconte cet été 2024 dans le livre qui est juste après la dissolution et des législatives. Emmanuel Macron cherche un Premier ministre. Heureusement pour lui, il y a les Jeux Olympiques, donc les Français ont la tête ailleurs, on se détend, on regarde autre chose. Et là, il y a un défilé d'options possibles. Je raconte le moment où l'une de ses premières options, c'est Jean-Dominique Sénard, président de Renault, ancien patron de Michelin. Et le rêve derrière Jean-Dominique Sénard, le rêve, vous l'expliquez, vous le racontez très bien, du gouvernement technocratique. Oui, il y a cette espèce de fantasme d'experts qui vont venir tirer la France de bourbier politique. Mais parallèlement à ça, il va explorer l'option Xavier Bertrand. Il nomme, pendant 3 jours, est nommé Thierry Baudet, qui est le président du Conseil économique, social et environnemental. Pendant ce temps-là, il agite le nom de Bernard Cazeneuve, alors qu'il n'envisage pas du tout de le nommer. Et on finit par Michel Barnier. C'est quand même cet été 2024 qui rappelle les moments que nous vivons maintenant et est quand même hallucinant. Parce que ce qui rend votre livre absolument passionnant, c'est son côté saint-simonien, où vous faites des portraits quand même de chacun. Et Michel Barnier, qui a été une surprise pour tout le monde. Pas pour lui d'ailleurs. C'est le seul qui n'est pas surpris. Non, alors c'est ce que me disent beaucoup de ses interlocuteurs, un peu méchamment, mais je crois qu'ils l'ont vraiment ressenti comme tel. En fait, Michel Barnier, au moment où il est nommé Premier ministre, il ne le vit pas comme une récompense, il le vit comme la réparation d'une injustice très ancienne. Dans sa tête, en fait, il était déjà Premier ministre, il était anormal qu'il ne le soit pas. Alors, évidemment, on pourrait se dire, c'est mesquin, c'est méchant de dire ça, mais c'est vraiment ce que décrivent les gens qui l'ont rencontré au moment où il est nommé et les gens qui le rencontrent tout le long du temps où il est à Matignon. Et moi, je l'ai rencontré pour ce livre, Michel Barnier, quelques mois après qu'il a été censuré. Et il me dit, je retracerai fidèlement ses phrases, il dit « j'étais heureux à Matignon, c'était quand même mieux ». Et lui-même de se dire aujourd'hui que quand même il tenait mieux la barque que le bourbier politique qu'on est en train de vivre ici. Mais c'est vrai que cette période, elle nous fait une galerie de personnages, soit consternants, soit drôlatiques, qui donnent une idée. Oui, parce qu'à la tragédie se mêle la comédie, c'est ça quelque part la richesse et la pauvreté de la politique. D'un autre côté, c'est la politique, les grandeurs et les bassesses peuvent cohabiter dans les mêmes personnes. Vous ne revenez pas trop sur Dominique de Villepin, important qui se prêterait à cet exercice. Non, parce qu'il n'est pas au cœur de ces événements-là, mais c'est un sacré personnage aussi. C'est pas faute de l'aimer. Vous parlez c'est pas faute de s'y prêter. Vous parlez de l'immodestie de François Bayrou également. Qui est notoire. On a remarqué, c'est-à-dire que vous avez vu sa tournée d'adieu quand il explique qu'il fait la leçon à tout le monde en expliquant que la situation est terrible et qu'on ne l'a pas compris. François Bayrou, c'est aussi en fait, pendant sa période à Matignon, 9 mois passés à Matignon, il s'est battu déjà, je raconte dans un chapitre à quel point cet entretien avec le président, avec Macron, où vraiment il fait le forcing pour avoir Matignon. Et ensuite, ces 9 mois passés à Matignon où il est comme celui qui incarne cette paralysie qui gagne le macronisme, François Bayrou. Je pense que c'est ça aussi qu'on retient de cet étrange mandat à Matignon où il ne s'est pas passé grand-chose et qui se termine sur une sorte de suicide politique au sens où il demande une confiance en sachant qu'il est quasiment sûr de ne pas l'avoir. On va aller vite, je suis désolé parce qu'il ne nous reste plus que 30 secondes, mais question, vous avez révélé que justement Emmanuel Macron voulait une cohabitation avec Jordan Bardella. Que se dit-il quand il voit Attal relancer le Front républicain ? Il n'est pas d'accord. Il y a un conflit entre les deux. Et pourquoi finalement, il renonce à la cohabitation avec le RN ? Alors, moi, je dis que le plan A, c'était quand même de gagner. C'est ça qui est le plus stupéfiant. Au moment où il dissout, Macron pense qu'il y a un coup à faire et qu'il peut reconquérir une majorité. Ensuite, il comprend, notamment avec le premier tour, que ça va être compliqué. Et là, en effet, le sort du premier tour, Gabriel Attal dit Front républicain, là où Emmanuel Macron voulait préparer la cohabitation parce qu'il voit bien que le premier tour est très mauvais pour lui. Et c'est l'un des épisodes où ça explose entre les deux hommes et où la haine cuite et recuite s'installe un peu plus. Révélation à lire dans l'excellent livre de Louis Osalter, La foudre et les cendres, Macron, les secrets d'une session interdite aux éditions de l'Observatoire. C'est très bien renseigné, absolument passionnant. Il faut le lire, absolument le lire, et vous allez apprendre plein de choses, notamment sur la personnalité d'Emmanuel Macron qui n'aime pas les conflits. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On va continuer à suivre ça. On se donne rendez-vous lundi, même heure.